Chers amis de Paix et Guerre, bonjour, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une 107e mondoscopie. Nous sommes le 28 janvier 2026. Aujourd'hui, je vais traiter deux points. Un, la question de l'Iran, enfin ce qui se passe, voilà, et les risques que font courir à la planète les possibles frappes ou la possible intervention américaine. Je vais essayer de vous expliquer un peu où on en est. Et deuxième point, je vous parlerai en fait de l'état de la relation russo-américaine, notamment par rapport aux négociations en Ukraine, mais pas seulement. Voilà, alors premier point, je commence tout de suite. Je vais essayer cette fois-ci d'être plus concise parce que j'ai trop de plaisir en fait à discuter. Et comme je n'ai personne pour me poser des questions, le temps court très vite. Donc, premier point, l'Iran. Bon, c'est très difficile de dire si les États-Unis vont attaquer ou pas. Je serais Trump, je lèverai ma main et je ne le ferai pas en dépit de toutes les pressions qui s'exercent sur lui, évidemment celles des Israéliens, mais pas seulement, les pressions internes aussi fortes. Bon, le problème, c'est que les États-Unis, alors là, les dernières déclarations de Trump au moment où j'enregistre, c'est il faut que les Iraniens veuillent discuter un accord juste et équitable, sinon ils vont être frappés de manière encore plus dure que la dernière fois. Bon, s'ils s'imaginent, après ce qui s'est passé en juin, après ce qui vient de se passer, la tentative de coup d'État, en fait, littéralement, et de déstabilisation gravissime du pays, à laquelle les États-Unis et d'autres pays occidentaux ont prêté la main, s'ils s'imaginent que les Iraniens ont envie de discuter d'un accord nucléaire pour l'instant, d'ailleurs ils ont dit que ça ne les intéressait pas hier ou avant-hier, je pense qu'ils se trompent. Là, on est dans une séquence beaucoup plus dure, beaucoup plus équilibrée aussi d'une certaine façon, en dépit de l'apparente disproportion entre les forces américaines, évidemment, et les forces iraniennes. Mais enfin, justement, on va en parler. Ce qui est clair, c'est que la confiance iranienne dans de quelconques négociations pour parler, évidemment, a été ruinée. Depuis juin dernier, je vous rappelle qu'on en était au 5e round des négociations au moment où les Israéliens ont frappé avec l'accord américain et ensuite les États-Unis sont venus à leur secours. Donc, on peut comprendre que les Iraniens, là, n'ont pas envie qu'on leur refasse le coup une seconde fois. Mais le problème, c'est qu'on a du mal à voir dans ce contexte, et s'ils ne veulent rien entamer comme discussion d'une manière ou d'une autre, on voit mal comment les États-Unis peuvent reculer, ce qu'ils ont intérêt à faire à mon avis, y compris militairement, sans perdre la face. Et c'est là que ça devient dangereux, parce que Donald Trump étant imprévisible, là, il faudrait un choc de rationalité, si vous voulez, face à l'imprévisibilité, l'hubris, la mégalomanie, cette espèce de diplomatie de la canonnière, version 2026, qui, pour l'instant, ne produit, en dépit de tout ce qu'on raconte dans nos médias, pas grand-chose de positif. Parce qu'au Venezuela aussi, de nouveau, les États-Unis sont encore en train de promettre une intervention, des frappes, etc., si le Venezuela, en gros, n'obéit pas le petit doigt sur la couture du pantalon. Bref. Ce qui est sûr, c'est qu'en Europe, en tout cas dans tout ce que j'entends et je lis, la campagne de diabolisation du régime iranien, quelle que soit encore une fois ses défauts, ses imperfections, ses agissements. Si vous voulez, il y a quand même une campagne assez folle en Europe et en France. Alors là, on parle de nombre de morts, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas d'où ça sort, on parle de 30 000 morts. Il y a 10 jours, on parlait de 2600 morts. Enfin bon, donc 30 000 morts. Donc on est en train vraiment d'asseoir un discours selon lequel le régime iranien aurait tué 30 000 de ses compatriotes, lui tout seul, n'est-ce pas, au cours de cette tentative de déstabilisation pour l'arrêter.
Je pense qu'il y a eu beaucoup de morts, qu'il y a une répression effectivement très très dure du régime et aussi une tentative d'exfiltrer, enfin de nettoyer tous les infiltrés, en fait, de les identifier, etc., de les mettre en prison et peut-être pire. Je pense aussi qu'il y a beaucoup de morts qui ne sont pas dues aux forces iraniennes, mais à d'autres, aux fauteurs de troubles qui n'ont rien à voir avec les protestataires du peuple iranien, qui eux, effectivement, ont lancé une sorte de contestation, mais sur laquelle s'est assis tout un programme, comme je l'ai expliqué dans ma dernière mondoscopie, et la précédente aussi, je crois, toute une tentative véritable de déstabilisation de ce régime et de renversement de ce régime. Mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que l'Iran, comme vous le savez, a fait un blackout, a empêché la subversion de s'organiser, a cassé les réseaux, en fait, en partie, a réussi à neutraliser Starlink, qui était là pour permettre justement cette coordination entre tous les émeutiers, hein, les émeutiers violents, qui eux aussi ont tué beaucoup de gens, y compris dans les forces de l'ordre, bien sûr. Mais il y a eu, voilà, enfin c'est classique, ça s'est passé dans plein de pays du monde. Comme disent les Américains, c'est toujours le même playbook, c'est le régime change. Bon. De toute manière, c'est pas pour ça que les États-Unis ont réuni l'armada qu'ils ont réunie aux portes de l'Iran. C'est évidemment pas pour la démocratie iranienne. Je ne sais pas qui peut penser ça. Il y a des objectifs bien plus clairs de la part des États-Unis. Non seulement, bien sûr, faire cela pour le compte d'Israël, mais aussi pour casser un trio qui est, et même d'ailleurs au-delà, une dynamique très attractive qui est celle des BRICS. Donc, mais voilà, je vous ai déjà expliqué tout ça, donc je ne reviens pas là-dessus. En tout cas, échec de la tentative de renversement du régime par infiltration des protestataires, échec donc des services américains, britanniques, du Mossad, et tout ça avait commencé par l'effondrement du rial iranien, vous savez, pour que l'inflation explose, pour que les gens se protestent. Le secrétaire au commerce américain l'a d'ailleurs reconnu et dit, il a expliqué que c'était un vrai succès, cette politique, et que politique de pression maximale. En tout cas, là, au stade où nous en sommes, les autorités iraniennes sont très très claires hein, sur la puissance et la violence des représailles éventuelles auxquelles ils se préparent sur les intérêts américains et sur les intérêts des alliés américains dans la région. Mais aussi, bien sûr, ils menacent de fermer le détroit d'Ormuz, dont ils assurent la responsabilité, si vous voulez, la gestion. Donc ça veut dire crise économique mondiale, flambée des prix du pétrole, très grave disruption dans le commerce international, donc crise pour tout le monde, à vrai dire, hein, pas que pour eux, là, cette fois-ci. Donc, ils vont au-delà, ils menacent je dirais, les piliers de l'architecture de sécurité américaine dans la région, que sont l'Arabie saoudite, la Turquie, les Émirats arabes unis, et le Qatar, en disant que leurs territoires seront frappés directement. Alors à travers les bases américaines ou alliés qui sont là, bien sûr, mais en gros, ils disent à ces pays, retenez la main américaine, c'est d'ailleurs ce qu'ils ont fait jusqu'à présent, parce que sinon, vous allez subir aussi, vous aussi. Ce ne sera pas simplement les navires américains, les vaisseaux, les forces américaines directement, ce sera aussi vos territoires. Donc, on pense notamment à la Turquie, qui certes est membre de l'OTAN, mais qui est aussi la voisine de l'Iran. Hein, voilà. On pense aussi aux Saoudiens qui, quand même, depuis quelques années, au moins depuis 2023, essaient d'avoir une normalisation de leurs relations avec Téhéran. On pense aussi aux Émirats, évidemment, qui abritent tout l'argent de tout le monde dans la région, y compris beaucoup d'argent des gardiens de la Révolution, me semble-t-il. Donc en gros, les Iraniens, là, ils ont changé de niveau, si vous voulez. Ils ne sont plus du tout dans une posture attentiste. Bon, ils ont compris, si vous voulez, il y a eu un électrochoc après
la guerre dite des 12 jours de juin dernier. Et ils pratiquent maintenant une diplomatie un peu coercitive vis-à-vis de leurs propres voisins. D'ailleurs, enfin, si vous voulez, il y a une réalité opérationnelle et une réalité tangible pour tous ces États de la région qui devient très claire. Il paraîtrait même que sur la base du Qatar, d'Al-Udeid, il y aurait une évacuation, en tout cas partielle. Bon, donc il y a eu cet électrochoc en juin pour Téhéran, et à partir de là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé, et peut-être réussi, à automatiser leur système de riposte, leur système de commandement, mais pour qu'ils puissent riposter, j'allais dire, en autonomie, même en cas d'attaque sur les centres de commandement de la capitale. Ils ont enterré extrêmement profond beaucoup de centres névralgiques militaires. Et surtout, ils ont multiplié considérablement leur système de brouillage des signaux GPS. Chers amis de PayGuerre, je profite de cet instant pour vous parler de notre partenaire du jour, NordVPN. Aujourd'hui, on a tous accès à Internet, mais pas toujours au même Internet. Que vous le sachiez ou non, le contenu auquel vous avez accès dépend de votre emplacement géographique. Beaucoup de plateformes et de médias restreignent leur accès selon votre adresse IP. C'est ce qu'on appelle les géorestrictions. Par exemple, vous pouvez vous retrouver bloqué si vous êtes à l'étranger et que vous souhaitez regarder des programmes sur MyCanal ou France TV. En effet, certains pays bloquent l'accès à ces services, tout comme la France bloque par exemple RT France, pour ne pas la nommer, ou d'autres chaînes comme RTBF ou RTL Play. Cela peut être très handicapant, surtout lorsqu'on s'intéresse, comme vous sans doute, aux questions internationales, à la géopolitique et qu'on veut confronter les points de vue. C'est là que NordVPN entre en jeu. Avec NordVPN, vous pouvez changer virtuellement votre emplacement. En un clic, vous adoptez une adresse IP belge, française, américaine ou d'un autre pays. Vous êtes ailleurs virtuellement. Résultat, vous accédez librement à des contenus normalement bloqués dans votre pays, et tout ça de manière sécurisée. Vos données sont chiffrées, votre IP est masquée et votre navigation est 100% confidentielle. Mais ce n'est pas tout. NordVPN intègre aussi une protection contre les sites malveillants, c'est ce qu'ils appellent la protection anti-menace. Si vous tombez sur une fausse boutique, un site douteux ou une arnaque au phishing, NordVPN vous alerte et bloque immédiatement l'accès en temps réel. Et en plus, il bloque aussi les trackers web qui récoltent vos données à votre insu pour vous inonder de publicités ciblées, qui est quand même très désagréable. Si cet outil vous intéresse, vous pouvez rejoindre NordVPN via le lien en description. Vous bénéficierez de 4 mois offerts sur un abonnement de 2 ans, avec bien sûr une garantie de remboursement de 30 jours. NordVPN, c'est un vrai plus pour sécuriser votre navigation et débloquer tout le potentiel de l'Internet international. Vous restez à l'abri de toutes les menaces tout en pouvant mieux vous informer. C'est un formidable outil, en fait, tout en un. Et enfin, évidemment, en vous abonnant à NordVPN, vous savez que vous soutenez PayGuerre et de cela, je vous remercie déjà par avance. On se rend bien compte que quand même ça a un impact, toute cette préparation, et que c'est compris partiellement, y compris par les Américains, puisqu'ils voulaient frapper quand même mi-janvier et ils ont reculé jusqu'à présent à cause, finalement, si vous voulez, de cette espèce de bulle de défense antiaérienne, pas seulement les missiles, les rampes de S-400 russes, etc. Mais il y a une bulle, si vous voulez, d'interdiction de l'espace aérien iranien, de fait, qui est en train d'être mise en place et qui fait que le sort possible de pilotes de US Air Force ou britanniques ou même français qui se risqueraient à frapper et à entrer dans l'espace aérien iranien, le risque d'être abattu n'est plus nul, n'est pas nul. Et ça, pour Trump, vous imaginez le désastre politique, le désastre en termes de communication. Bon, donc il y a quand même une incitation assez nette à tempérer sa mégalomanie. Certes, les alliés de l'OTAN aideraient. Manifestement, il y a des déploiements de Rafale, de Tornado allemands,
de typhoons britanniques au Qatar et aux Émirats, et pour les rafales et les tornados, je crois que c'est en Jordanie. Mais tout ça, c'est la préparation à quelque chose de délirant, c'est-à-dire un embrasement régional, mais même au-delà de la région, qui pourrait très vite devenir incontrôlable pour, j'allais dire, la partie occidentale. Et peut-être que les Français, les Britanniques, les Allemands font ça pour s'assurer de nouveau les bonnes grâces américaines, mais c'est quand même des risques très, très, très importants qui sont pris. Les Saoudiens, d'ailleurs, sont prudents. Ils ont dit qu'ils interdisaient leur ciel au survol d'avions américains ou d'avions alliés. Les Émirats ne sont pas fans non plus. Et le plus important dans tout ça, c'est quand même les déclarations chinoises et russes, dont évidemment personne ne parle, mais qui sont quand même très coordonnées et qui montrent, encore une fois, que du point de vue des Chinois comme des Russes, déjà ce qui s'est passé au Venezuela, voilà, ça a coincé. Mais là, l'Iran, encore une fois, comme j'ai dit, c'est pas le Venezuela. L'Iran, c'est un des piliers, si vous voulez, de l'architecture BRICS. C'est le pilier d'un trio avec la Chine et la Russie. Et c'est surtout, comment dirais-je, un pays qu'on ne peut pas laisser tomber parce que ça mettrait en péril tout le reste de ce qui est construit. Au plan, ne serait-ce qu'au plan de l'attractivité, si vous voulez, au plan de la confiance qui est mise dans cette édification des BRICS. Bon. Donc, ni Pékin ni Moscou, à mon avis, ne peuvent se le permettre. Et ce qui est clair, c'est qu'à quelques heures d'intervalle, les deux capitales ont publié des communiqués très fermes qui visaient directement la Maison-Blanche en expliquant que l'Iran, c'est plus une variable d'ajustement, c'est une ligne rouge stratégique. Voilà. Et donc, il y a des mises en garde très claires. Les Chinois ont parlé de chaos économique. Le ministère chinois des Affaires étrangères a utilisé le terme de conséquences catastrophiques, au-delà même de la question militaire, en disant que une frappe, enfin des frappes américaines sur l'Iran paralyseraient les routes de la soie énergétique, et que donc une guerre contre l'Iran, ce serait une attaque directe, en fait, contre sa sécurité énergétique. Bon, quant aux Russes, ils ont dit que c'était tout simplement inacceptable. Ça serait inacceptable d'attaquer, enfin de choisir l'option militaire pour Washington par rapport à l'Iran. C'est catégoriquement inacceptable, a dit le Kremlin. Je rappelle qu'il y a un accord russo-iranien de janvier 2025. Je rappelle que les Russes ont quand même donné un certain nombre de systèmes de défense antiaérien, donc des S-400, aux Iraniens. Je rappelle que les Chinois ont fourni des radars. Je rappelle qu'il y a des missiles russes. Je rappelle que l'arsenal de missiles balistiques iraniens est très important. On parle même du fait qu'ils auraient aussi des missiles hypersoniques. Je ne sais pas s'ils seraient iraniens ou russes, mais enfin, on en parle. Donc, je ne sais pas si vous voyez les conséquences possibles de frappe. Voilà. À moins que ce soit vraiment un touch and go comme en juin, mais à quoi ça sert dans ce cas-là? Voilà. Donc, en tout cas, les chasseurs américains, européens seraient en danger. Et finalement, on se rend compte que l'Iran, avec ses deux alliés, chinois et russes, cherche à créer, pour les Américains et pour les Israéliens, une sorte d'impasse stratégique, si vous voulez. C'est presque mieux que la dissuasion nucléaire, d'une certaine façon. Et on le voit parce que là, ils sont en pleine préparation face à une attaque, si vous voulez. C'est de la guerre électronique de haut niveau qui a été lancée, puisque depuis dimanche, il y a un brouillage massif et sans précédent de tous les signaux GPS à Téhéran et autour. Donc ça rend des frappes américaines très compliquées, parce qu'en fait, ça rend les drones ou les missiles de croisière, si vous voulez, ennemis, donc américains, ou israéliens d'ailleurs, ça les rend aveugles, parce qu'en fait, eux, ils ont besoin de ces systèmes de navigation GPS. Donc à partir du moment où vous les neutralisez, où vous les interrompez,
ben, vos missiles, vos drones sont potentiellement aveugles, sont potentiellement erratiques et peuvent être, sinon descendus, du moins, voilà, ne peuvent plus être guidés correctement vers leur cible. Donc, Téhéran est en fait en train de créer une zone d'exclusion numérique au-dessus, enfin dans son ciel, si vous voulez, protège ses centres de commandement et de contrôle contre des frappes, même chirurgicales, de Trump ou éventuellement, je sais pas, une tentative d'assassinat du guide suprême iranien. Enfin bon, je pense que les Américains pensent à tout, hein, et imaginent tout, et que certains même s'en réjouissent. Donc, si vous voulez, on n'est plus dans le déclaratoire, on est dans la préparation tactique d'une riposte à d'éventuelles frappes. Le ciel iranien est en train de se fermer électroniquement pour que les radars iraniens puissent au mieux détecter les premières incursions. Donc, si vous voulez, c'est très intéressant du point de vue militaire, sans entrer dans les détails, parce que ça veut dire que les Iraniens sont en train de mettre en place une forme de dissuasion conventionnelle effective face à une puissance comme les États-Unis et même comme Israël, qui sont quand même des puissances nucléaires en plus. Alors, face à ces frappes, bon, il se dit que le vice-président serait pour, le secrétaire d'État aussi, bon, ça c'est moins étonnant, qu'en revanche, les deux envoyés de Trump personnels, là, les deux hommes d'affaires, que sont Steve Witkoff et Jared Kushner, eux seraient contre, parce qu'évidemment, ça ruine tout ce qu'ils essaient de faire, que ce soit en Ukraine sur le théâtre européen, ou que ce soit d'ailleurs au Moyen-Orient, où ils interviennent aussi. Donc on est vraiment dans un combat entre l'idéologie et la raison, et j'espère que la raison va prévaloir. Mais ce qui est certain, c'est que les tensions montent, que ça se voit d'ailleurs sur les marchés, que ça se voit sur l'or, et qu'il y a des risques d'embrasement régional et même global très lourds pour les États-Unis, pour l'Europe et bien sûr pour les pays de la région. Voilà pour mon premier point. J'en profite pour vous demander si vous aimez ce que vous écoutez sur Paix et Guerre d'une manière générale, de liker, de partager cette vidéo, de vous inscrire à la chaîne si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche pour être sûr de bien recevoir les notifications, même si tout le monde ne les reçoit pas manifestement. Et puis bien sûr de nous soutenir via Vipi ou en vous abonnant, encore mieux, au Cercle des Amis de Paix et Guerre. Pour une somme modique, eh bien, il y a d'autres contenus. D'ailleurs, ce dimanche, le premier dimanche de février, nous aurons notre grand direct du mois à 18h30 pour les abonnés du Cercle. Voilà. Alors, mon deuxième point, c'est la stratégie, enfin, c'est un point sur l'actuelle stratégie du pouvoir américain vis-à-vis de la Russie, parce que c'est devenu tellement compliqué, tellement illisible, tellement erratique en apparence, enfin il y a tant de revirements, de coups de menton dans un sens, dans l'autre, bref, on sait, voilà, on n'arrive plus à savoir vraiment ce que pense, à vrai dire, le président américain, et surtout quelle est sa capacité, sa marge de manœuvre pour faire avancer les choses. Bon, à supposer naturellement qu'il le souhaite. Mais c'est quand même ce que je suppose, ce que j'ai supposé depuis son retour, et ce que je continue à supposer, non pas parce que c'est un être plein d'aménité et d'intelligence des situations, mais parce que dans le cadre de la stratégie globale des États-Unis et de sa vision de ce que doivent faire les États-Unis pour redevenir peut-être pas un hégémone, mais en tout cas une puissance majeure, respectée et cohérente, eh bien, il est quand même très compliqué de rester dans un état de conflit quasi direct avec la Russie. Bon, donc il y a plein de revirements. Bon, il y a bien sûr tous les néocons américains et européens qui cherchent à casser tout ce qu'il fait, et notamment ce qu'il a essayé de faire en Alaska cet été. Mais il y a aussi, j'allais dire, de l'auto-sabordage de Trump. Et ça, c'est triste à observer. Enfin, c'est quand même
on se demande de temps en temps s'il a bien compris qu'on ne peut pas agir vis-à-vis d'un pays comme la Fédération de Russie de la même manière que l'on agit vis-à-vis d'États plus petits, je pense au Venezuela, je pense même à l'Europe. Là, le problème, c'est que lui, il explique qu'il veut la paix par la force, mais enfin, globalement, c'est surtout des méthodes quasi mafieuses. Enfin, c'est de l'intimidation, du chantage, de la menace de pure d'intervention militaire, etc., etc. Donc ça marche avec les faibles, ça marche avec les peureux, ça marche avec ceux qui n'ont pas le choix, ça marche avec ceux qui ne peuvent rien dire, ça marche avec ceux qui sont complètement dépendants. C'est pas le cas de la Russie. C'est pas le cas de la Russie. Et donc, forcément, il a cette déconvenue, mais il n'a pas l'air de comprendre. Mais il est évident que Vladimir Poutine, qui, encore une fois, dont les armées, encore une fois, ne sont pas, contrairement à ce qu'on raconte et à ce qu'on veut nous faire croire, à la peine sur le théâtre ukrainien, et dont l'économie n'est pas à l'article de la mort financière, économique, sociale, politique, enfin bref, la Russie est une puissance qui quand même tient le choc globalement, et même dame le pion à un certain nombre d'États européens, ne nous en déplaise, en tout cas résiste à toutes les pressions qui sont exercées contre elle. Il est évident que la Russie n'a pas d'intérêt, si on ne lui donne pas d'intérêt à faire des concessions, elle n'a aucune raison d'en faire. C'est aussi simple que ça. Et surtout, Trump a fait un certain nombre de choses, des déclarations, mais aussi des autorisations données à certaines opérations, qui ruinent, enfin qui mettent à mal, en dépit de ce que veulent les Russes, c'est-à-dire s'entendre, rétablir une relation stratégique normale avec les États-Unis, mettent à mal cette volonté russe, parce qu'en fait, un certain nombre de décisions américaines visent tout simplement à casser l'équilibre stratégique entre la Russie et les États-Unis, qui est un équilibre bien sûr nucléaire, qui est un équilibre de dissuasion, qui est un équilibre de la terreur. Or, que ce soit par les attaques autorisées sur les radars précoces d'alerte stratégiques russes, sur les bases de bombardiers stratégiques russes, enfin sur des choses qui normalement ne sont pas touchables si on comprend et si on croit à Washington qu'on a affaire à un adversaire qu'il ne faut pas pousser dans ses retranchements. Donc tout ça a déjà eu lieu au cours du conflit ukrainien. Récemment, il y a quand même eu près de 100 drones qu'on a laissés ou qu'on a autorisés à aller vers une des résidences de Poutine, près de Valdai, à Novgorod, mais qui était aussi un centre de commandement nucléaire important. Donc, si vous voulez, Trump fait des choses qui, en fait, devraient pousser la Russie à réagir très brutalement. Elle ne le fait pas parce qu'elle a bien conscience que l'escalade peut aller très vite et qu'à la fin, c'est la planète qui disparaît. Mais on n'a pas l'impression que les Américains mesurent cela. C'est-à-dire qu'ils croient toujours, ou on fait croire à Trump, on continue de lui mentir en lui expliquant que la Russie est faible, que la Russie est ci, que la Russie est ça, que Poutine ne réagit pas parce qu'il ne peut pas réagir. Bref, c'est toujours ce même problème que j'ai identifié il y a fort longtemps, mais qui se poursuit, si vous voulez. Il y a pas, on ne s'amende pas intellectuellement, même pas moralement, mais intellectuellement. Donc, et là, Trump, en parlant de son fameux Golden Dome, qui est une utopie, mais qui est une utopie qui date de Reagan, hein, déjà, c'était déjà le cas du temps de Reagan. Enfin, c'est la guerre des étoiles, quoi, si vous voulez, déjà à l'époque. C'était ridicule. Les Russes ont, depuis, en tout cas certainement depuis Maïdan, ont mis en œuvre, et même avant, mais ont annoncé puis déployé un certain nombre d'armements dont les Américains n'ont pas l'équivalent au jour où nous sommes. Voilà, ça viendra peut-être, mais ce n'est pas le cas pour l'instant. Donc,
voilà, l'Oréchnik, le Bourevechnik, la Poséidon, les Satan, enfin bon, tout ça, ça existe. Ça a été annoncé et puis ça a été mis en œuvre. Donc, si vous voulez, il y a déjà, les Russes réagissent à cette volonté américaine de casser, en fait, et c'est pour ça que les Américains s'étaient retirés de START, et c'est pour ça que les Russes ont proposé, parce que START, ça arrive à échéance, je crois, la semaine prochaine, oui, la semaine prochaine. Donc, les Russes avaient proposé de proroger d'1 an, les Américains ont dit non, ça ne nous intéresse pas. Bon, je pense quand même qu'il est très important pour les États-Unis de chercher, et pour les Russes aussi, de chercher à rétablir cet équilibre stratégique entre eux. Mais tout ce que fait l'Amérique et toutes les déclarations et même les actions que font les Américains, notamment alors j'en ai fait l'objet d'une clé du monde, la dernière, que vous pouvez voir si vous êtes membre du club Paix et Guerre, où j'ai expliqué tout ce que sont en train de faire et de mettre en place les Américains pour casser cet équilibre. Au lieu de le rétablir, si vous voulez, ils cherchent encore, en fait, ils cherchent quoi? Ils cherchent à avoir l'assurance de pouvoir frapper en premier les Russes, sans que les Russes ne puissent riposter. Je parle nucléaire, hein, échange nucléaire. Et évidemment, à partir du moment où il n'y a pas de riposte nucléaire russe, on peut exercer un chantage face à la Russie, sur l'Ukraine ou sur autre chose, ou sur sa relation avec la Chine ou sur quoi que ce soit. Donc c'est ça le fantasme et l'ambition des militaires américains et des politiques aussi. Et le dôme d'or, là, cette espèce de dôme antimissile, enfin, déjà, ils n'arrivent même pas à arrêter les Iskander. Donc, si vous voulez, il y a du boulot. Il y a du boulot. Voilà où nous en sommes. Donc, les Russes, tout ça, ils sont face aux Américains dans une espèce d'hésitation. Et le problème, alors, Poutine a réagi sur les Tomahawks, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a, à la fin de l'automne, là, cette affaire, les Ukrainiens voulaient des Tomahawks, et Trump avait dit, peut-être, on verra. Là, je pense qu'il y a eu quand même puisqu'il y a des canaux de communication, bien sûr, je pense que Poutine a été très clair. En tout cas, c'est ce qui est communément accepté par la communauté des analystes un peu sérieux. C'est que là, il y a eu un avertissement. En gros, tu donnes des tomahawks aux Ukrainiens, il n'y a plus d'Ukraine, quoi. Voilà. Parce que ça, on peut tout à fait le faire. Voilà. Donc, et d'ailleurs, Trump n'en parle absolument plus. Il ne parle plus de tomahawk pour l'instant. Donc, je pense que là, il a senti le vent du boulet, si j'ose dire. Mais en tout cas, cette méthode de Trump qui ne mesure pas l'état réel du rapport de force militaire entre la Russie et les États-Unis, entre la Russie et l'Ukraine, entre la Russie et l'Europe, entre l'Europe et l'Ukraine. Bon, bref, qui a quand même du mal à avoir des idées très claires, ou peut-être qu'il écoute toujours le dernier qui a parlé, fait que sa stratégie est un échec à ce stade. Alors, une fois que j'ai dit ça, pour ne pas être totalement négative et pour finir même sur une note positive, je pense que malgré tout, la second track diplomatie, la diplomatie de la deuxième voie, c'est la diplomatie parallèle à celle des néocons qui peuplent le département d'État et la CIA, celle-là, elle marche. On le voit notamment parce que les récents pourparlers trilatéraux, pour une fois, entre les Américains, les Russes et les Ukrainiens qui se sont tenus à Abu Dhabi, n'ont fait l'objet d'aucune fuite. Et ça, c'est très nouveau parce que d'habitude, pour dégommer toutes les choses intelligentes ou réalistes auxquelles Trump et ses envoyés pensent, généralement, il y a toujours des fuites, ou des contre-feux, ou alors une attaque ukrainienne qui arrive au pire moment, au moment où, au contraire, tout commence à se débloquer vaguement. Bon, bref. Donc, on a l'impression quand même que cette diplomatie de la seconde voie marche, et ça se voit aussi à quelque chose qui a été dit. Vous vous souvenez, j'ai parlé la semaine dernière du projet de Board of Peace, de Conseil de la paix de Donald Trump, cette espèce de club privé relié à l'ONU mais prétendant la remplacer, bon bref, de gestion des affaires du monde et d'abord de celle de Gaza.
Et donc, il a invité un certain nombre de chefs d'État à entrer. Certains ont dit oui, etc. Les Russes ont dit qu'ils allaient étudier la question, mais Vladimir Poutine a fait une déclaration très, très importante. Il a dit, écoutez, que nous venions ou pas, en gros, je propose d'utiliser 1 milliard, puisque le prix pour entrer dans le club était d'1 milliard. Il a dit, je n'ai pas besoin d'entrer, mais je donne 1 milliard de nos assets, enfin de nos fonds russes gelés aux États-Unis, on sait qu'il y en a à peu près 4 ou 5, pour la reconstruction de Gaza. Voilà. Et on peut parler aussi des autres, éventuellement, et on peut même parler, et je suis sûre qu'ils en parlent, des fonds européens gelés par les Européens. Mais enfin, si à un moment donné les Américains font vraiment pression, les Européens seront obligés de les dégeler ou de les voir attribués à une partie de la reconstruction de l'Ukraine. Alors, vous allez me dire, mais les Russes n'ont pas forcément envie d'aider l'Ukraine à se reconstruire. Alors d'abord, il y a la partie sous contrôle russe de l'Ukraine, qui elle aussi va devoir être construite, donc ces fonds pourraient servir à ça. Et deuxièmement, il est évident que cette diplomatie de la seconde voie, c'est une diplomatie qui est très économique, si vous voulez, de la même manière qu'ils discutent de questions dans l'Arctique, de questions énergétiques d'une manière générale. Steve Witkoff et Jared Kushner, et d'autres d'ailleurs qui étaient à la dernière visite à Moscou, sont des gens c'est des hommes d'affaires en fait. Donc Trump, à partir du moment où il sent qu'il y a un intérêt économique pour son pays à dealer un certain nombre de choses, à discuter, à négocier un certain nombre de choses avec la Russie, c'est une approche qui l'intéresse et qu'il promeut, qu'il favorise. Donc je dirais qu'en fait, c'est cette partie économique des discussions russo-américaines qui est peut-être en ce moment la plus active, la plus productive et celle qui permet au reste quand même d'être maintenu en état de survie, et notamment la discussion sur l'Ukraine elle-même, les échanges de territoires et de populations, enfin tout ce qui devrait être fait pour à un moment donné arriver à un accord. Bon, la question reste toujours la même, et les Européens là-dedans. Moi, j'ai l'impression quand même que l'affaire du Groenland a permis à Trump de reprendre la main par rapport à la capacité de nuisance européenne qui était très claire sur l'affaire ukrainienne. Et les Européens ont dû quand même se rendre à l'évidence, c'est-à-dire que Trump obtiendra ce qu'il veut au Groenland, pas forcément tout le Groenland, mais ce qu'il veut au Groenland, en tout cas de pouvoir y mettre ses bases ou ses dispositifs. Et que comme les Européens ne peuvent en fait rien faire militairement au sein de l'OTAN sans les États-Unis et veulent que l'OTAN demeure avec les États-Unis, en dépit de quelques déclarations fantaisistes, eh bien, ils sont obligés, à un moment donné, d'aller à Canossa. Hein, voilà. Et je pense que ce moment va arriver et que ce sera la même chose, à vrai dire, pour Volodymyr Zelensky, auquel on va, à un moment donné, proposer un package, un deal, un accord, qu'il aura probablement intérêt à accepter, et ses soutiens européens aussi, qui sera un accord un peu de survie pour l'Ukraine rémanente et pour lui-même, bien sûr, et les gens autour de lui. Voilà, ça, c'est pas de la prophétie, c'est pas de la... Je n'en sais rien, c'est ce que je pense. Voilà. Je pense qu'à un moment donné, il va y avoir un réveil très brutal. Et c'est peut-être pour ça qu'il faut aussi que Trump se calme sur la question moyen-orientale, parce que sinon, ça va partir dans tous les sens, et les représailles et les effets boomerang vont venir de toutes parts sur les États-Unis et bien sûr sur l'Europe. Voilà, je vous quitte sur cette anticipation, mais j'espère que la raison, l'intelligence des choses, sans même parler d'humanité ou de morale ou de quoi que ce soit,
l'emportera. Je vous remercie beaucoup de votre attention. J'ai essayé d'être beaucoup plus courte. J'y suis presque arrivée à 5 minutes près. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle mondoscopie. À très vite, chers amis. Au revoir. Bonne soirée.